Salut! Donc c'est parti pour ce dernier jour des Utopiales qui a été un petit peu mieux que hier vu que là ce coup-ci aujourd'hui j'ai réussi à prendre le train pour pas cher, ce qui m'a permis de me lever plus tard mais ce qui m'a empêché de rentrer à l'heure que je voulais. Bah oui parce que l'après-midi il n'y a pas de train donc t'es obligé d'attendre gentiment que ça se passe. Alors du coup moi ce matin je voulais y aller tôt parce que je voulais voir une conférence sur la grammaire inclusive. Donc la grammaire inclusive, donc avec Baptiste Beaulieu, encore et toujours, Katie Stewart et Sarah Dock. C'était ce matin, on est le soir, donc il me manque la moitié des infos, mais c'est pas grave. Donc la grammaire inclusive, je suis coiffée n'importe comment, mais bon en même temps. Vent et pluie, combo gagnant. Bref, donc la grammaire inclusive. Donc ils ont refait un peu le tour de. Donc on est parti du coup du postulat qu'on était tous d'accord sur que la grammaire inclusive c'était trop bien. Et ils ont refait un peu le point sur l'historique. Donc la langue française a évolué forcément et la langue française a déféminisé sa langue à une époque, à un moment donné, en enlevant tous les féminins de certaines professions en enlevant le neutre, parce qu'en fait en latin il y a un neutre, ce que je ne veux. Je vais dire ce que je ne savais pas, sauf que en fait j'ai fait 3 ans de latin, donc je suis censée le savoir, ce qui montre à quel point j'étais attentive au cours de latin. Bref, et que donc lentement mais sûrement on essaye de reféminiser notre langue au travers notamment de l'écriture inclusive. Ils ont aussi parlé de la forme de l'écriture inclusive. Est-ce qu'on fait le point médian? Est-ce qu'on fait les parenthèses? Est-ce qu'on écrit tout? Enfin voilà. Et puis voilà, principalement, et le fait que du coup le français est quand même une langue bien sexiste, puisque notamment en anglais il y a des neutres, et ils ont parlé d'une expérience qui a pu être faite sur le fait que donc on propose plusieurs types de traductions en différentes langues, et après on fait un test de sexisme et qu'on remarque que le français est bien sexiste, notamment à cause de sa langue. Donc plus on va féminiser, plus on va neutraliser ou féminiser notre langue, et moins on va la rendre... Enfin, et du coup, pourra avoir une incidence sur nos propres comportements autour du sexisme. Donc voilà. Alors ensuite j'avais pas particulièrement envie d'aller voir d'autres conférences avant midi, donc je suis restée à celle d'après qui était sur l'adaptation à la radio et au cinéma de la littérature, ou l'adaptation au sens général du terme. Donc c'était pas mal intéressant, je suis pas restée jusqu'au bout parce que du coup pour la conférence que je voulais voir après, il fallait aller chercher un ticket, donc je me suis un petit peu absentée pour aller chercher mon petit ticket et je suis revenue après. Donc les adaptations. Donc c'était intéressant parce que du coup moi j'ai toujours du mal avec les adaptations de films quand ils viennent d'un livre et quand j'ai lu le livre. Parce que du coup je ne m'y retrouve pas, je trouve toujours que l'œuvre, j'étais là, ah je préfère le livre, le film, c'est tout pourri, gna 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 blablabla. Sauf que effectivement leur point de vue était intéressant parce que du coup ils partaient du principe que à partir du moment où l'œuvre est lue déjà, elle est trahie par le spectateur, enfin par le lecteur, et que du coup l'adaptation est aussi trahie par le scénariste et le réalisateur. Puisque forcément, il y a toujours une part de subjectivité et d'ouverture à l'imaginaire dans une œuvre, et que du coup, forcément, chacun a ses propres interprétations, et du coup, tu peux pas te retrouver. Ils ont cité, par exemple, un enfant qui avait dit de l'adaptation de Spielberg de Tintin que ça lui allait pas parce que c'était pas la vraie voix de Tintin. Je trouvais ça intéressant. Après, en y parlant, je me dis peut-être qu'il fait référence au dessin animé, je ne sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, s'il fait référence à la BD, ben voilà, pour lui, Tintin a une voix particulière et c'est pas le film n'est pas bon parce que c'est pas la voix qu'il avait dans sa tête. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant. Donc après, effectivement, il y a des adaptations plus ou moins libres. Il y a des adaptations qui restent très proches du récit initial, comme il y a des adaptations qui sont très libres, qui sortent beaucoup de l'œuvre. Après, le but, c'est toujours de dire que ça reste une adaptation et pas de se permettre de faire une œuvre originale alors qu'en fait ça existe déjà. Mais bon, voilà, je trouvais le point de vue intéressant et du coup, bah, ça enlève tout mon côté bouh, c'est nul, c'est pas le vrai truc. C'est une interprétation, c'est une adaptation.
Ensuite, je suis restée un petit peu pour la conférence d'après, mais du coup, elle chevauchait la conférence que je voulais voir, donc je suis pas pu rester jusqu'au bout. Et ça m'embêtait bien, parce que du coup, c'était une conférence sur la langue des signes, donc qui s'appelle Un trop long silence, et qui donc était présentée donc en langue des signes. Donc après, il y a plusieurs conférences cette année, et puis peut-être les autres années, mais j'ai pas fait attention. Enfin bref, en tous les cas, la langue des signes, je trouvais qu'elle était vraiment présente cette année, mais pas tant que ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a 4 conférences qui étaient en langue des signes, les autres elles y étaient pas, donc c'est pas si accessible que ça, ou alors c'était des interprètes privés entre guillemets. Donc sur l'histoire principalement de la langue des signes, donc j'ai juste vu le début. Moi j'ai surtout appris qu'en fait la langue des signes elle existe depuis le début de l'aube de l'humanité, que du coup elle était restée très intra personne malentendante et sourde, et qu'elle a évolué aussi au fil du temps, mais pas tant que ça finalement. Enfin, il y a beaucoup de signes qui sont assez proches de ce qui existait déjà à l'époque, en tout cas au Moyen Âge. Et voilà, donc j'ai dû m'arrêter là, parce qu'après, je suis allée voir la conférence donc, que je voulais absolument voir, et qui s'appelle Code de la sexualité du script à la liberté, avec Xavier Montméjean, qui est quelqu'un que j'ai vu pas longtemps juste avant, qui était aussi dans la conférence sur l'adaptation. J'ai eu des fils rouges comme ça d'intervenants aujourd'hui. Il y en a plein que j'ai vu plusieurs fois. Baptiste Beaulieu, encore et toujours, je le stalk, à le croire que je le stalk. Non, mais c'est pas de ma faute, il est dans toutes les conférences intéressantes. Et puis, je vais retrouver son prénom parce que du coup, là, il n'y a que les noms de famille. Morgane Cossarieux. C'était pour parler donc de la sexualité au sens strict du terme, c'est-à-dire de l'acte sexuel, la façon dont il était interprété, scripté, et s'il y avait une part de liberté. La réponse est non. Non, enfin bref, donc du coup on n'a pas appris grand-chose dans le sens où notre façon de représenter la sexualité dans les films, dans la littérature, dans les livres, est donc très inhérente à notre mode de fonctionnement et à la domination masculine de manière générale. C'est-à-dire que c'est toujours représenté par la pénétration, qui est un acte qui n'est pas l'acte sexuel en soi, mais qui est toujours représenté comme sa forme de conclusion, et par ce rapport des dominations entre les hommes et les femmes. Comme ils l'ont dit, ça a tendance à évoluer, vu qu'il y a de plus en plus de femmes autrices, de femmes réalisatrices, qui donc n'ont pas la même vision de ce qu'est la sexualité, mais ça reste très hétéronormatif, et très la même façon de la représenter à chaque fois. Plus en fait le fait que ça peut être invisibilisé pour certains publics, notamment les adolescents. Mais bon, en même temps, c'est invisibilisé en tant qu'acte, et en même temps, c'est hyper présent vu qu'on est dans une société hyper sexualisée où il y a certaines choses qui sont quand même hyper visibles. Mais voilà. Donc voilà. Après, c'était intéressant. Moi, j'ai pensé à. Enfin, il y a quelqu'un qui a posé une question, et du coup, c'était assez proche de ce que j'aurais voulu poser comme question, mais que je ne fais pas parce que je suis timide et que je ne pose pas des questions. Qui a parlé de l'évolution de la pornographie au Japon, et qui disait que la pornographie au début c'était la jouissance de l'homme. Là, la fin, c'est la jouissance de l'homme, et que grâce à des actrices, notamment de films pornographiques, la représentation de la sexualité au Japon est plus maintenant sur le fait qu'il faut que la femme jouisse. C'est une espèce de course à la jouissance féminine. Donc effectivement, ça reste encore une compétition, ça reste encore, c'est l'homme qui agit, qui doit provoquer la jouissance féminine, mais on est quand même sur un rapport qui change. Et moi, ça me faisait penser à la pornographie japonaise, enfin, notamment au travers des mangas, pas forcément de la pornographie, de l'érotisme de manière générale, ou des mangas classiques, et notamment au travers le yaoi. Dans le sens où on a parlé d'hétéronormativité, on a parlé de porno gay, tout ça machin, et donc du coup moi je me posais la question par rapport à ça, mais dans le sens où Baptiste Beaulieu a dit qu'il n'était pas pour les porno gays, parce que du coup pour l'instant les porno gays ça reste des objets de fantasmes féminins. Et que donc ils sont représentés uniquement comme des objets sexuels pour le public féminin, et donc forcément il était moyen chaud avec ça.
sans blague. Mais bon, pour moi, le yaoi, c'est pas ça. Donc, enfin, moi, j'en lis pas, j'aime pas ça. Mais pour connaître un peu le public, pour avoir côtoyé des gens qui aiment le yaoi, euh, je pense, enfin, le yaoi, c'est compliqué parce que ça reste donc un couple d'hommes, mais toujours avec ce rapport de domination, puisqu'il y en a un qui est dominant et un autre qui est dominé. Donc finalement, il y en a toujours un qui joue l'homme et l'autre qui joue la femme, même si c'est pas dit comme ça au Japon, mais enfin, il parle de seme et uke, donc le dominant, le dominé. Il n'y a pas d'homme ou de femme, il y en a un qui domine et il y en a un qui est dominé. Mais donc du coup, et je sais que c'est aussi, ça permet aussi à la lectrice de pouvoir se mettre à la place de celui qu'elle veut. On l'impose pas dans un rôle de femme puisqu'il n'y a pas de femme, donc du coup, elle prend soit le rôle du seme, soit le rôle du uke. Donc du coup, moi j'aurais bien voulu poser la question, mais je savais pas si ça avait trop sa place là, de savoir que du coup ça joue quand même sur les codes de l'hétéronormativité, ça reste hétéronormatif, avec un qui domine, un qui est dominé, avec toujours ce rapport à la pénétration. Mais on casse un peu les codes et donc du coup on a quand même une certaine liberté dans le sens où la lectrice elle se met pas forcément à la place de celui qui est pénétré en fait. Elle peut se mettre à la place du dominant, donc on est toujours sur ce rapport de domination qui est quand même un petit peu chiant, mais ça, je trouve que ça casse quand même un peu les codes de cette sexualité, dans le sens où ben, tu fais ce que tu veux ma cocotte, tu te mets à la place que tu as envie. Donc voilà, donc après il y a eu un petit creux, parce que en fait j'aurais bien aimé faire l'initiation à la langue des signes, mais quand je suis arrivée en pensant qu'il n'y aurait pas grand monde, et ben finalement il y a plein de monde qui était intéressé, et du coup et ben, quand je suis arrivée il n'y avait plus de place. Donc j'ai pas pu faire l'initiation à la langue des signes, je suis déception. Pour changer. Donc j'ai vu deux, trois autres conférences du coup en passant. Alors, donc j'ai vu et suivi surtout une conférence qui s'appelait Des langues universelles, point d'interrogation. Euh, donc qui était aussi en langue des signes et qui était autour bah, du coup des langues universelles, du fait que certains auteurs ont créé des langues, des langages, et que du coup, nous aussi, est-ce qu'à un moment donné, on n'arriverait pas à des langues universelles? Bon, j'ai pas trop suivi le début parce que j'étais un petit peu partie. Mais du coup, je suis arrivée un peu au milieu et j'ai un peu suivi la fin. C'était pas mal intéressant. Du coup, il y avait une personne donc, qui parlait en langage des signes, qui était donc aussi présent sur Un trop long silence. Euh, et du coup, c'était pas mal parce que finalement, on avait un peu les deux, parce qu'ils ont pas mal parlé donc, du fait que déjà, nous, au niveau de notre planète, on a 7000 langages différents, enfin 7000 langues différentes, donc on n'est déjà pas tous d'accord entre nous sur le langage qu'on peut utiliser. L'espéranto, ça a moyen marché. L'anglais, on l'utilise, mais c'est une langue commerciale, c'est pour faire du commerce, donc c'est pas non plus reconnu et c'est pas non plus appris pour qu'on puisse tous communiquer ensemble. Et ils ont forcément parlé un peu science-fiction et un peu de vie extraterrestre et de d'autres types d'intelligence, et en disant que effectivement dans la science-fiction, bah, ils sont pas tous doués de langage et que finalement les langues universelles, c'est pas forcément le langage parlé, le langage écrit comme nous on le fait, c'est pas forcément phonétique. Ça pourrait être aussi soit de la langue des signes ou par les images, les couleurs, des sons autres que des sons articulés. Du coup, c'était pas mal intéressant. Donc après, on a aussi, donc forcément, la personne qui parle en langue des signes, c'est pas bien, je ne connais pas son nom. C'est pas bien de l'appeler la personne, c'est pas gentil. Euh, Mais je ne connais pas son nom. J'ai pas envie de me tromper. Disait que du coup, la langue des signes, elle n'était pas internationale non plus, mais en même temps, ils essayaient de faire qu'elle devienne un peu internationale. Enfin, en tout cas, tous les signes se correspondent, ce qui serait pas plus mal. Bon après là c'est pareil, j'aurais voulu poser une question, j'ai levé la main ce coup-ci, mais le micro n'est pas arrivé jusqu'à moi. En me disant que du coup l'universalité de la langue, c'était peut-être pas l'espéranto ou l'anglais, c'était peut-être cette espèce de langue de hybride qu'on pourrait créer en fait au fur et à mesure, parce que du coup avec la mondialisation, avec l'accès aux films, aux séries, à la littérature en version originale, beaucoup plus facile qu'avant.
On intègre gentiment et lentement mais sûrement plein de mots étrangers dans notre propre langue française et inversement. Il y a des mots, pas forcément des mots français, enfin si un peu, parce que du coup déjà l'anglais et le français sont pas mal mélangés à un moment donné dans l'histoire, avec des mots français, enfin des mots anglais qui ont des racines françaises et inversement. Et que nous, plus ça va et plus on s'approprie des mots étrangers et on l'intègre dans notre propre langue. Donc déjà les anglicismes sont de plus en plus présents et pas que en français, dans toutes les langues on a de plus en plus d'anglicismes. Mais inversement aussi, enfin dans d'autres trucs aussi, nous on est des friands. Aujourd'hui c'était la journée Mangatan, donc j'ai beaucoup pensé à la culture japonaise. Et nous, étant très friands de manga, d'anime, etc., on va aussi avoir tendance à s'approprier des mots japonais et des mots coréens aussi avec les dramas. C'est assez rare, mais ça existe, hein. Kawaii, c'est pas loin de rentrer dans le langage courant et ça veut pas dire la même chose que mignon. C'est un mot en lui-même, tu vois. Si tu dis pas là, ça a pas de, tu les traduis pas en français ces mots-là. Euh, Ça devient un mot français en fait. Enfin, ça devient un mot que tu utilises dans ton langage courant. Donc je me dis que peut-être que l'avenir de notre langue universelle ou la langue universelle, ça peut être cette hybridation entre toutes les langues qui existent là, qui vont avec la mondialisation se mélanger et faire peut-être une langue machin, y compris la langue des signes, parce qu'on parle de plus en plus d'apprendre aux enfants à signer avant qu'ils acquièrent le langage articulé pour leur permettre de communiquer et d'exprimer leurs besoins. Donc, y compris la langue des signes, parce que si on l'apprend aux enfants avant le langage articulé, ça restera. Donc voilà, après j'en ai vu d'autres des conférences, j'ai soit je pas particulièrement accroché, donc j'ai pas trop envie d'en parler, ou alors j'ai rien compris parce que je dormais, mais bon voilà. Donc après, la vision générale de ces 3 jours des utopiales, donc bah, les utopiales c'est toujours hyper intéressant. Moi j'y vais surtout pour les conférences, n'étant pas une grande adepte, enfin j'aime bien la science-fiction, mais je suis pas une grosse lectrice, enfin de moins en moins, je lis beaucoup moins qu'avant. Et je suis pas non plus, moi la mémoire ne fonctionne pas très bien, donc je retiens pas tout. Ils sont tous capables de citer des auteurs. Moi la plupart du temps je suis capable de dire ce qu'il y a pu se dire dans un bouquin, mais qui c'est qui l'a écrit, comment il s'appelle. Voilà. Donc moi j'aime bien surtout cette effervescence, cette réflexion, tout ça, autour de plein de sujets. Après vous avez vu que je me dirige surtout vers des sujets sociologiques et autour des sciences humaines, donc et des sciences sociales, ce que je préfère, hein, un peu mon domaine. Ensuite, donc c'était 3 jours, c'était intense. Aujourd'hui, j'ai eu un peu du mal, j'étais fatiguée quand même, même si j'y suis pas tout le temps. Mais bon, c'est long, c'est long, ça pèse. Et puis j'ai trouvé que cette année c'était moins, du coup moins. En même temps, je dis que c'est intense et en même temps, j'ai trouvé ça moins intensif dans le sens où j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de trous dans mes journées. Les 2 autres années que j'ai faites, j'avais l'impression que tout s'enchaînait, que j'avais plein de conférences que je voulais voir et qu'elles se suivaient et que machin, même des fois j'étais obligée de choisir entre deux parce qu'il y en avait deux en même temps qui étaient intéressantes. Mais bref, donc ça s'enchaînait bien, j'avais pas trop de trous, ou quand j'avais un trou, ça me permettait de voir les expos, de faire un peu le tour, et puis c'était suffisant. Là, cette année, j'ai l'impression que j'avais moins de trucs qui m'intéressaient. Du coup, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus de blancs et beaucoup plus de trous où je savais pas forcément trop quoi faire. Les expos m'ont pas particulièrement intéressée cette année. Il y avait une expo sur Black et Mortimer, mais je ne lis pas Black et Mortimer, donc voilà. Donc les expos moins intéressants. Et puis ben du coup c'est ça. Et puis bah le fonctionnement fait que du coup il y a des coups fallait des tickets, il y a des coups fallait pas de tickets. Enfin on a un peu. Ils ont essayé cette année de mettre en place d'autres choses pour éviter trop de monde et pour essayer de fluidifier un peu. Mais du coup c'est pas encore super au point parce que du coup ils ont un peu fait ça. Enfin c'était expérimental cette année. Je pense qu'il y aura des choses à revoir à ce niveau-là. Et après, c'est pas forcément une mauvaise chose hein, de limiter, parce qu'il y a des salles qui ont des nombres de places limités, donc c'est normal d'être obligé. Et puis ça t'évite d'avoir à faire la queue et de perdre du temps. Mais je pense qu'il y a des choses au niveau logistique qui sont pas encore au point. J'ai trouvé ça un peu plus mou, mais enfin, après c'est mon ressenti personnel, ça veut pas dire que c'était moins intéressant, ça veut dire que moi enfin, j'ai trouvé, mais après c'est peut-être parce que j'ai fait les 3 jours et en fait sur les 3 jours il y avait un petit peu des 3 jours qui me plaisaient,
Du coup, ben, c'était un peu plus compliqué. Si, j'ai fait des jeux. J'ai fait des jeux, donc bah, hier je vous ai parlé de jeux que j'avais fait avec l'INSERM, où j'ai gagné un petit cerveau. Et aujourd'hui, j'ai été au pôle jeux vidéo, et du coup j'ai été rapidement jouer à un jeu qui s'appelle Genome Please, qui est donc le gagnant de la partie jeux vidéo des Utopiales, qui est en fait une adaptation de Paper Please, pour ceux qui connaissent, et en fait où donc t'as plein de petites bactéries qui passent et il faut décider si oui ou non tu les laisses rentrer dans ton corps. Et si tu les laisses rentrer alors qu'elles sont pas bonnes, tu tombes malade, enfin tu es immunodéprimé. Et donc voilà, donc j'ai pas joué longtemps parce que je me suis très vite retrouvée immunodéprimée. Mais bon voilà, c'était pas mal, c'est sur le même principe que Paper Please, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, voilà pour l'impression générale de ces utopiales. Donc voilà. Donc après, je vous invite à dire que je dis que des conneries sur mes trucs. Non, mais va voir si ça vous intéressait, si vous y avez été. S'il y a des sujets qui vous intéressent. Enfin, sur lesquels vous voulez peut-être discuter. Puis ça pourra peut-être me donner des idées pour mes prochaines vidéos. Voilà, voilà.